Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre trilogie consacrée au Darwin Ocean Climax Festival. Cette année, à l'invitation des organisateurs, plus de 25 ONG étaient conviées pour provoquer l'engagement des festivaliers. Mais Climax, c'est aussi et surtout des débats pour favoriser la réflexion. Parrainées cette année par le philosophe Edgar Morin, les conférences ont abordé l'état d'urgence environnementale, la transition énergétique, l'accueil des réfugiés. Parmi les lanceurs d'alerte, Nicolas Hulot, dans son discours d'ouverture, en donna le ton. Si l'on veut se donner la moindre chance, ça se résume en une simple équation. Nous devons renoncer volontairement à exploiter les 2/3 des énergies fossiles que nous avons facilement accessibles sous les pieds. Sonnette d'alarme également tirée par l'économiste Maxime Combes dans son livre « Sortons de l'âge des fossiles ». Maxime Combes, quelles sont vos pistes pour y parvenir ? L'ambition est gigantesque, il faut en avoir conscience, il faut être lucide là-dessus, c'est-à-dire que sortir de l'âge des fossiles est un objectif extrêmement ambitieux, mais qui est un objectif qu'on ne peut pas considérer comme optionnel, parce que c'est la conséquence directe de la nécessité de rester en deçà des 2 degrés de réchauffement climatique. Pour rester en deçà des 2 degrés de réchauffement climatique, il faut apprendre à ne plus être addict des énergies fossiles et donc apprendre à s'en passer et à laisser les réserves dans le sol. Et pour ce faire, on a effectivement besoin de revoir les systèmes économiques tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, avec un primat qui est donné à l'impératif de rentabilité ou de compétitivité économique. Donc revoir l'ensemble des règles commerciales et d'investissement, investir massivement dans les énergies renouvelables, mais également et principalement sans doute revoir nos modes de vie pour avoir une consommation d'énergie qui soit bien moins forte d'une manière absolue, et qu'on soit en mesure, quand on a besoin d'utiliser de l'énergie, de le faire de manière beaucoup plus efficace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un gaspillage monumental de l'énergie qu'on consomme à travers soit des mécanismes de mobilité ou pour habiter ou pour consommer ou pour simplement vivre, qui sont extrêmement dispendieux en énergie et dont on peut réduire fortement l'impact en termes de consommation utilisée. Et ça nécessite l'implication de chacun et de chacune à son niveau, à essayer de changer ses comportements individuels, changer ses comportements collectifs en inventant des choses nouvelles en termes de mobilité, en termes de consommation avec ses voisins, avec d'autres dans les villes ou les quartiers dans lesquels nous vivons, et également à collectivement mener des mobilisations pour faire comprendre aux décideurs politiques, aux décideurs économiques, et pas simplement politiques, donc l'ensemble des acteurs économiques, qu'il ne faut pas continuer comme si de rien n'était au lendemain de la COP21, et donc il faut réellement opérer une transition énergétique. De la transition énergétique à la mobilisation citoyenne, l'évolution est en marche. Un mouvement résolument ouvert à la société civile aborde la protection de la planète sous un angle légal. Dans son livre « Un nouveau droit pour la Terre », Valérie Cabanès, juriste, expose ce nouveau concept de crime baptisé écocide. Alors étymologiquement, c'est très parlant. Éco, en grec ancien, c'est oikos, veut dire la maison. Cide vient de oxydere en latin, qui veut dire tuer. Donc le crime d'écocide, c'est le fait de détruire l'environnement et à travers la destruction d'un environnement planétaire, détruire finalement les conditions d'existence de l'espèce humaine. Donc on a proposé une directive sur le crime d'écocide en 2013 et on a ensuite évolué pour soutenir l'idée de la reconnaissance du crime d'écocide par la Cour pénale internationale. Au vu de la situation planétaire, il y a effectivement dans certains pays, ça a commencé aux Pays-Bas, puis ensuite au Pakistan, puis ensuite aux États-Unis, des groupes de citoyens qui ont saisi la justice et qui ont donc demandé à la justice de trancher en disant est-ce qu'il est normal que notre État, qui a un devoir de protection de la population, du territoire, ne s'engage pas plus avant dans la réduction des gaz à effet de serre, par exemple en termes de changement climatique. Et pour la première fois en juin 2015, un juge néerlandais a dit non, ce n'est pas normal. Et ce n'est pas parce que le changement climatique est un problème de responsabilité globale que moi, juge national, je n'ai pas la possibilité de demander des comptes au gouvernement. Et il a ouvert la voie, ce qu'on appelle une jurisprudence, pour que les citoyens puissent aujourd'hui saisir les États en disant « vous ne respectez pas les préconisations du GIEC
sur la réduction des gaz à effet de serre. Alors, je vais vous donner un chiffre qui va être parlant. Aujourd'hui, on a 62 personnes dans le monde qui détiennent autant que la moitié de la population mondiale en termes de patrimoine. Ces 62 personnes, elles sont à la tête de toutes les grandes multinationales, de l'agrochimie, des énergies fossiles, de la pharmacie, de la finance, de la distribution alimentaire. Ces multinationales aujourd'hui, elles financent les campagnes politiques, elles font du lobby pour faire changer les règles et le droit environnemental de manière à pouvoir faire ce qu'elles veulent partout. Elles deviennent plus puissantes financièrement et juridiquement que les États eux-mêmes. Elles portent plainte contre des États. Donc il faut un droit qui puisse être plus important que le droit national. Et la seule juridiction que je connaisse aujourd'hui qui est capable de ça, c'est la Cour pénale internationale, qui à l'heure actuelle peut juger des crimes de génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes d'agression. Et donc nous demandons aujourd'hui qu'un 5e crime, le crime d'écocide, puisse être inscrit dans le statut de la Cour pénale internationale et que l'on puisse effectivement, à un moment donné, au nom de la sûreté de la planète et de l'habitabilité de la Terre, on reconnaisse ça comme une menace à la paix et à la sécurité humaine et on puisse poursuivre des dirigeants, chefs d'État, dirigeants de banques, dirigeants de multinationales, pour leur dire, écoutez, voilà, il y a des normes maintenant internationales qui ont été posées, que ces normes scientifiques s'imposent à la communauté mondiale et qu'elle puisse reconstruire le droit international autour de cette nouvelle valeur pivot qui est l'écosystème Terre. La crise syrienne, soyons clairs aussi, elle a démarré sur 3 ans de sécheresse. Les premiers réfugiés syriens étaient des déplacés internes, 1 million de personnes qui sont allées dans les banlieues de Damas. L'armée américaine a étudié le sujet et s'est rendu compte que les mouvements de rébellion ont démarré au sein de ces déplacés internes climatiques. Tous les problèmes après, politiques, religieux, etc., se sont surajoutés. Mais ça a démarré sur une crise environnementale. Et ça, on ne le dit pas. Et ça, c'est ce qui va se passer à l'échelle planétaire. Donc oui, le crime d'écocide est une menace à la paix, véritablement. Symbolisé par l'image forte d'un canoë de sauvetage échoué sur les quais de Bordeaux lors d'un happening orchestré par les organisateurs, le message provocateur et symbolique venait en écho à une situation humanitaire d'urgence qui nous concerne tous. Geneviève Garrigos d'Amnesty International nous expose avec émotion les conséquences des politiques de fermeture des frontières des gouvernements occidentaux. De fait, à l'heure actuelle, on a une crise de l'accueil des réfugiés sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Cela est dû notamment à toutes les zones de conflit, que ce soit la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, mais on voit aussi le Soudan, des situations politiques dramatiques comme en Érythrée. Il faut bien comprendre que 86% de ces réfugiés aujourd'hui sont dans des camps dans les pays limitrophes parce que la volonté de ces personnes est de pouvoir rentrer chez elles dès qu'elles le pourront. Il y a environ 1 200 000 personnes qui sont, d'après le Haut Commissariat, des plus vulnérables qu'il faudrait accueillir dans les différents pays d'ici 2018. Et rien que l'accueil de ces 1 200 000 personnes pose problème. L'attitude des gouvernements, notamment dans l'Union européenne, conduit à quoi? Elle conduit à construire des murs, conduit à renforcer la protection et la fermeture des frontières, qui renforce finalement l'activité des passeurs. À partir du moment où les personnes ne peuvent pas traverser seules, elles passent par des passeurs qui deviennent des trafiquants et qui criminalisent les frontières. La Méditerranée est en train de devenir un cimetière. Le nombre de morts ne fait qu'accroître. Et ce qu'il faut bien comprendre, et c'est là aussi où on voit tout l'impact de ces politiques aujourd'hui, c'est qu'à l'heure actuelle, 50% des réfugiés, ce sont des enfants qui prennent ces routes de l'exil parce que le désespoir est tel qu'ils partent seuls sur les routes et ils deviennent la proie à tous les trafiquants. Or, plus on ferme les frontières, plus on met des freins à la circulation des personnes, plus c'est le système qui est développé. Donc il y a une conscience de cela. Et pour lutter, il faut ouvrir des voies sûres aujourd'hui. Des voies sûres, c'est permettre d'avoir des visas, réinstaller les personnes, donner les moyens à ceux qui aujourd'hui sont dans l'obligation de fuir, qui puissent le faire dans de bonnes conditions. N'oublie que quel que soit le statut juridique d'une personne dans un pays, il n'est jamais un être illégal, d'accord ? Il a des droits humains. C'est pas la citoyenneté, c'est-à-dire la nationalité par rapport à un pays qui donne des droits. Il doit être traité avec dignité. Et chaque fois qu'un être humain est traité
voilà, de cette façon est rejeté et on lui nie le droit même d'exister, c'est notre humanité même qui est remise en cause et c'est notre, je dirais, humanité, oui, qui en pâtit. Donc la mondialisation a fait que de l'autre bout de la planète, nous savons ce qui se passe, mais il faut savoir que chaque fois que le droit d'une personne est bafoué, c'est nos droits, c'est nous-mêmes qui sommes bafoués et nous devons nous battre contre ça. Des discours à l'action, les forces vives à l'origine de Climax ont fait émerger au sein de la caserne un projet solidaire exemplaire qui va à l'encontre des replis. Un village modulaire a évolué vers l'accueil d'un public en situation de précarité, leur offrant ainsi un abri. Malheureusement, cette initiative peut à tout instant être remise en cause sous la pression des pouvoirs publics et des promoteurs immobiliers. Solution locale à un problème global, nous avons profité de la présence des politiques pour les interroger sur leurs engagements en faveur de l'environnement, dont les urgences exigent de transcender les clivages. Chacun à votre niveau, quel est votre ressenti et votre volonté par rapport à ces questions qui deviennent dramatiques, cruciales pour tout le monde ? Écoutez, je crois que c'est important de sensibiliser les citoyens à l'environnement. Ce n'est pas un combat politique, c'est un combat citoyen, transversal. Je crois que l'image parle d'elle-même. Il faut que les collectivités, quelle que soit leur tendance politique, soutiennent des actions qui sont des actions citoyennes. Et je crois que c'est une force ici à Darwin d'organiser un festival qui parle à la fois aux citoyens, aux scientifiques, aux ONG, aux experts, aux acteurs économiques, à tout le monde. Il faut qu'on prenne conscience de ces enjeux qui sont ceux des politiques, mais qui sont ceux de tous les citoyens. La région Nouvelle-Aquitaine est particulièrement concernée puisque c'est la région en France qui s'est le plus réchauffée. À horizon 35 ans, Bordeaux aura le climat de Séville. La Garonne qui coule sous le beau pont de Pierre verra son volume d'eau divisé par 2. Donc on sait bien que tout ça aura un impact aussi bien sur la viticulture, que sur la manière d'habiter la ville, que sur effectivement l'agriculture, que sur l'industrie, que sur la santé. Donc tout ça, il faut effectivement qu'à la fois il y ait une prise de conscience citoyenne et que, je le disais, il y ait aussi au niveau même du personnel politique une capacité à se hisser au niveau des enjeux. Des enjeux qui ont réuni plus de 27 000 festivaliers devant les 2 scènes où se sont succédés groupes renommés et émergents. Pour l'épisode concluant notre trilogie, nous vous inviterons à nous suivre en backstage à la rencontre de cette jeune génération de musiciens pour qui les thèmes de l'écologie ne sont pas juste des paroles. Enfin, Philippe Barre, fondateur de Darwin, reviendra sur cet engagement pour les générations futures, dont l'appel pour un éveil des consciences fut le paroxysme. Suivez l'actualité de notre monde plus bio sur le blog What a Beautiful World. Merci pour votre fidélité et votre soutien, et à très bientôt.